Alors, nous allons commencer, mais peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est l'occasion pour moi de remercier au nom de l'Académie des sciences outre-mer et de son secrétaire perpétuel qui vous prie de l'excuser pour son absence, l'HEIP et sa directrice générale Laetitia Alouette de nous avoir associés à ces rencontres, son équipe, Farida, Nora, Aude, qui doivent être quelque part, la revue politique et parlementaire et son rédacteur en chef Arnaud Benedetti, Florence, secrétaire générale de rédaction de la revue, mes collègues Inès Ryan, ainsi que tous les académiciens qui sont venus nombreux, Africa Press, bien sûr, un autre partenaire de cet événement, et son patron Alfred Mignot, mes amis Denis Deschamps et Jean-Pierre Cordier, qui nous font le plaisir d'être là, bien sûr, tout l'auditoire et tous les intervenants qui ont accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, je vais commencer par présenter nos intervenants et je leur laisserai ensuite la parole pour à peu près 5 minutes de propos liminaires pour laisser place ensuite au débat et prendre des questions de la salle. Alors, notre premier intervenant qui se trouve à ma droite est Vincent Hervouette, journaliste, éminent membre de l'Académie des sciences outre-mer. Vous êtes ce qu'on pourrait qualifier de vétéran de l'information continue. Vous avez participé à la création de France Info, de LCI. Vous comptabilisez pas moins de 25 ans d'expérience dans ce domaine. À votre actif, près d'une centaine de tête-à-tête, plus d'une centaine de tête-à-tête avec des chefs d'État. Quel palmarès, Vincent Hervouette. À ses côtés, nous avons Geneviève Getzinger. Geneviève, vous avez fait une grande partie de votre carrière à Radio France Internationale. Vous y avez gravi tous les échelons jusqu'à devenir en 2008 directrice générale de RFI, mais aussi parallèlement de sa filiale en langue arabe, Monte Carlo Doualia, dont vous deviendrez ensuite vice-présidente. En 2019, vous vous lancez dans un nouveau challenge, celui de l'entrepreneuriat, car selon vos propres termes, vous n'aimez pas l'ennui, que vous considérez comme votre pire ennemi. Donc, vous devenez présidente d'Image avec 2G, comme Geneviève Götzinger. Et Image est donc une entreprise spécialisée dans le domaine du conseil en stratégie politique et en stratégie de communication. Et alors, on vous qualifie souvent de femme d'action et de conviction. Alors, selon certaines personnes, vous êtes une dure au mal, mais le qualificatif que je préférerais retenir de vous et qui s'est confirmé, c'est que vous êtes le sourire d'RFI. Voilà. Aux côtés de Geneviève, nous avons Richard Amalvi. Richard Amalvi, vous avez exercé, entre autres, des fonctions de cadre dirigeant et de conseiller stratégique dans des ONG et des organisations internationales à Paris, à Bruxelles, à Genève. Vous avez enseigné dans plusieurs universités à travers l'Europe. Vous avez enseigné à l'HEIP et vous êtes directeur général de la Fondation Brazzaville, une organisation de la société civile. Alors, on a beaucoup entendu parler de ce terme société civile, qui promeut et soutient des initiatives africaines pour leur donner un impact concret et durable. Selon vos propres termes, vous avez l'ambition de développer conjointement, peut-être de co-construire, un terme également qu'on a beaucoup entendu, avec vos partenaires, co-construire des actions visant à aider les populations et les dirigeants africains à répondre à leurs défis, notamment en matière de paix, de santé publique et d'environnement. Vous êtes invité à plusieurs grands forums mondiaux, congrès internationaux, etc. Et j'ai même vu quelque part que la Fondation Brazzaville avait le statut d'observateur à la COP. Alors, aux côtés de Richard Amalvi, nous avons François David. François David, vous êtes professeur des universités.
en histoire et en relations internationales à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Et alors, Guy Lavorel, qui est parmi nous, m'a dit qu'il serait très attentif à votre exposé. Vous êtes reconnu pour vos travaux, entre autres sur les relations transatlantiques, les questions diplomatiques et militaires, ainsi que sur le renseignement. Un autre versant de vos recherches porte sur les influences culturelles et les rapports de puissance dans les aires francophones en contexte multilatéral. Alors, une fois les présentations faites, je vais tout de suite passer la parole à Vincent Hervouet. J'ai vu dans un des éditos que vous avez fait en ce début d'année, le titre d'un édito était « La France ne se désintéresse pas de l'Afrique, elle y est indésirable ». Alors, je trouvais ça un petit peu fort. Vous donniez l'exemple du Burkina Faso, du sentiment anti-français, etc. Mais bon, on va peut-être pas se lancer tout de suite sur ce terrain-là. Vous m'aviez dit lors de nos échanges préalables que pour vous, le pire n'est même pas certain. Qu'est-ce que vous entendez par là? Le pire n'est même pas certain. En fait, il faut que j'avoue que à la veille de Noël, hein, quand vous m'avez demandé de participer à cette table ronde, j'ai dit oui parce qu'on ne peut rien vous refuser et parce que je n'avais pas vu l'intitulé de cette table ronde. La puissance est un mot si fort, les puissances, un sujet si vaste, la géopolitique des puissances fait une musique si pompeuse qu'on se sent naturellement écrasé. Heureusement, le Père Noël est passé et il a déposé dans mon soulier le dernier album de Vouche, qui est sans aucun doute l'un des meilleurs éditorialistes de la presse parisienne, sans aucun doute l'analyste politique le plus affiné qu'on puisse trouver dans cette génération. Le pire, donc, vous voyez ce personnage Mossad qui explique que le pire n'est même pas certain. On reconnaît en lui, dans ce personnage Mossad et vieillissant, un effet réactionnaire. Alors je suis d'accord, c'est un bon résumé de l'actualité internationale que de ces dernières années, le fait marquant de ces années 20 pour moi, c'est que toute prévision est battue en brèche, toute projection un pari perdu, les réalités d'aujourd'hui sont incertaines et les promesses de demain, même si elles sont catastrophiques, ne seront sûrement pas tenues. On lit en ce début d'année tas de prophéties qui vous expliquent 2023 et on a l'impression que les journaux distribuent le programme, qu'ils dressent ainsi la liste de leurs sommaires à venir. L'invasion de Taïwan aura bien lieu, mais pas tout de suite. L'heure de vérité avec l'Iran va sonner, peut-être, ou bien sans doute, sait-on jamais. La vraie crise énergétique, c'est pour l'hiver 2023-2024. Tremblez, mais tremblez de peur, parce que vous tremblerez de froid, mais l'an prochain seulement. Et toutes ces prévisions qui ont l'air si sages, si bien étayées, si logiques, si pessimistes, sont des farces, c'est pour rire. La peur fait vendre, mais en réalité, les rédactions n'en savent rien. Il y a trop d'acteurs, il y a trop de chaos. Nul n'avait prévu, en 2020, qu'un virus mettrait l'économie mondiale à l'arrêt, ou l'an dernier, qu'un obscur conflit local gelé en Ukraine pourrait précipiter l'Europe dans une crise de l'énergie qui nous renvoie 50 ans en arrière et dans un divorce avec la Russie qui nous renvoie à la guerre froide. Qui aurait imaginé, il y a 10 ans, qu'on enterrerait un pape et qu'il n'y aurait pas de conclave après les obsèques, et pour cause, c'est un pape qui en a enterré un autre, du jamais vu en 1000 ans. Qui aurait... Alors je regarde en même temps qui a rentré qui sort, parce que j'attends toujours Alexandre Albert, parce que en fait, ce papier était prévu pour répondre à Alexandre, qui est absolument implacable quand il fait des prévisions sur l'an 2000, l'an 3000 et les quelques années qui suivent. Donc, qui imaginait, il y a 3 ans, que Lula sortirait de prison et il se réinstallerait au palais à Brasilia? Qui aurait cru même samedi, en regardant sa femme faire visiter le palais en se plaignant qu'il soit délabré, bien que la foule le lendemain viendrait vérifier sur place et aggraver encore la situation.
Qui imaginait, il y a 10 ans, que la deuxième économie européenne allait lever l'ancre et quitter l'Union européenne, que l'Europe envoyait s'étendre de plus en plus loin, et donc ainsi s'amputer de son pôle anglo-saxon. Qui aurait cru, il y a seulement un an, que les centrales nucléaires françaises allaient redevenir l'objet de tous les soins d'un exécutif qui pourtant depuis, je ne sais pas combien de temps, semblait décidé à se passer de cette source d'énergie jugée suspecte, dépassée, polluante et pour tout dire ringarde. Même si vous prenez le plus solide, c'est-à-dire les projections démographiques que l'on dit implacables, quasi mécaniques, qui prévoient donc 2,5 milliards d'Africains en 2050, ce qui fait d'ailleurs beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes chômeurs. Le Covid, c'est-à-dire le retour des grandes épidémies, a de quoi ébranler tous ces calculs trop arithmétiques. Il n'y a plus de fatalité, il n'y a plus de futur simple, il n'y a que des conditionnels. L'avenir n'est écrit nulle part et certainement pas au bandeau défilant des chaînes d'information continue. Même la rivalité entre l'Asie et les États-Unis, qui est censée structurer, en tout cas dominer les relations internationales du siècle à venir, mais même ça ressemble à une vieille lune. Si on remonte un peu le cours de l'histoire, on voit que Le déclin de l'Empire américain est un film québécois qui était au hit parade des années, de première partie des années 80. Hein, ça fait donc 40 ans qu'il est annoncé, ce déclin. Et Le réveil de la Chine qui fait trembler le monde est un best-seller de 1973. La citation elle-même qu'Alain Perfit attribue à tort à Napoléon a été forgée 10 ans auparavant par le scénariste ou le dialoguiste des 55 jours de Pékin. C'est ça de Jean Tullard. Ça fait donc 2 générations qu'est annoncé le basculement du centre de gravité et que les puissances asiatiques vont supplanter l'Occident. On ne compte plus les livres qu'ils claironnaient. Et tout ça, c'était avant l'ère numérique. C'était avant la prise de conscience écologique, avant la pandémie, avant tous ces changements fondamentaux dans l'ordre des choses. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que ça va arriver, ou peut-être pas. Ça relève de la croyance. Plus profondément, l'idée même que l'on se fait, toujours pas Alexandre Adler, l'idée même que l'on se fait du temps de l'évolution me semble remise en cause. L'idée très chrétienne, en fait, qu'une force est à l'œuvre, hein, c'était la grâce, aujourd'hui désormais c'est le progrès. Cette idée que le présent est un moment chaotique, mais grosso modo, qu'il s'agit d'un sas plus ou moins long entre un passé connu et un avenir prévisible, bien cette idée-là est battue en brèche par les événements qui se précipitent, notamment en ce début de siècle. Il y a des progrès technologiques, il y a des dommages irréparables, et pas seulement en matière d'environnement, mais prétendent qu'il y a un sens de l'histoire, que l'avenir politique immédiat va être dominé, par exemple, entre la tentation populiste, les modèles autoritaires et les sociétés démocratiques ouvertes, comme chacun le répète depuis 24 heures, depuis que quelques milliers de Brésiliens en colère ont envahi le palais. Même si c'est là paraît une généralité abusive, si le Brésil est en convulsion, c'est qu'il n'a pas réglé le scandale Petrobras qui a éclaté il y a maintenant 8 ans, que la présidence de Bolsonaro n'a pas réconcilié les Brésiliens, que le discours victimaire de Lula aggrave la polarisation. Le Brésil est malade de sa corruption, c'est pas nouveau, et c'est pas réglé. Et tant que ce ne sera pas traité, on peut parier sur des lendemains qui déchantent. De même, autre croyance généralement admise, le triomphe irréversible des valeurs occidentales, l'idée que la démocratie soit la seule voie possible de la pacification, par exemple en Afrique de l'Ouest, et donc l'imposition du modèle européen viendra à bout des problèmes que les interventions militaires menées depuis les indépendances n'ont pas suffi à régler. 10 ans après les opérations Serval et Barkhane, le prétendre, c'est vraiment faire un acte de foi. Alors les journalistes sont payés non pas pour faire des actes de foi, mais pour ne pas prendre leurs désirs pour des réalités. Ils doivent donc admettre que l'histoire n'a plus de sens interdit, qu'au fond, tout est affaire de volonté. Répéter, par exemple, moi c'est un truc qui me frappe énormément dans la relation franco-africaine, c'est répéter qu'il y aura demain 700 millions de francophones en Afrique. Ça me paraît
dingue. C'est vraiment imaginer que la grammaire se transmet par je ne sais pas quel miracle génétique, hein. Il y aura 700 millions de francophones, peut-être, hein, si il y a des profs de français qui ont été formés à enseigner, à apprendre aux générations montantes à lire La Fontaine. C'est affaire de volonté politique. Le souci du long terme et de la solidarité, ça c'est un progrès qui se fait jour même dans le monde de l'entreprise. L'identité collective peut être pensée, l'avenir reste ouvert, mais ça reste toujours une affaire de volonté. Il y a toutefois des évolutions lentes qui s'accélèrent quand on n'y prend pas garde. Je vais terminer avec ça. C'est par exemple le cas du désamour dans la relation entre la France et l'Afrique. Mais je ne veux pas déflorer le sujet de Geneviève. Depuis un peu plus de 40 ans que je suis journaliste, je ne compte pas les occasions où il a fallu enterrer la France-Afrique, déboulonner le statut de Giscard l'Africain, Mitterrand l'Africain, Sarkozy, Chirac l'Africain, Sarkozy l'Africain, Hollande, non pas Hollande, pas Hollande. Et expliquer que la France avait tort d'intervenir, qu'elle avait tort de ne pas intervenir, qu'en fait elle avait tout le temps tort, quoi, en fait, quoi qu'elle fasse ou qu'elle ne fasse pas. Mais ce qui est vrai, c'est que me semble que le ressentiment colonial s'aggrave au fur et à mesure que le temps passe et que l'homme blanc ne fait plus rien que sangloter. Alors, est-ce qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil? Si, il y a le fait que la France amoindrie ne fait plus peur, d'abord, que la question de l'immigration domine largement toutes les problématiques, à mon sens, qui sont liées à la relation Nord-Sud, du moins dans l'esprit des Français en tout cas, qu'elle entretient un sentiment d'insécurité et le manque de confiance dans l'avenir, une forme très, très particulière de fatalisme et de sinistrose. Les gens ont l'impression d'avoir perdu en termes d'appartenance et de reconnaissance sociale et aucune rédemption sociale n'est à l'horizon. Depuis la liquidation des réseaux bancaires français sous Jacques Chirac, la France se désengage, alors qu'il y a des tas de nouveaux acteurs qui investissent, mais la réalité économique, c'est que les échanges commerciaux de la France avec l'Afrique, avec l'ensemble de l'Afrique, c'est même pas les échanges économiques qu'elle a avec la Belgique ou avec l'Italie, et peut-être que se focaliser sur l'Afrique, avec lequel le dialogue est si coincé, me semble-t-il, empêche de voir le reste du monde qui émerge. Et je crains, en tout cas je pense que la France va être de plus en plus tentée de regarder ailleurs, d'élargir son champ de vision. En fait, on va oublier 1800, la grande aventure coloniale et la focalisation sur l'Afrique qui a commencé en 1830 et qui s'est poursuivie jusqu'à la fin du siècle. On serait intéressé à un monde plus ouvert qui est celui qui intéressait les Français du XVIIIe siècle, c'est-à-dire aussi bien la cartographie du fleuve Sénégal que les comptoirs de Pondichéry et au-delà, les immensités du Pacifique. Vous êtes accablés, je sors. Merci à tous. Et toujours ouais, alors pas du tout attaqué. Nous avons donc retenu que l'avenir n'est pas écrit et qu'il est ce que l'on en fera. Vous avez parlé de désamour et je passe tout de suite la parole à Geneviève Götzinger qui voudrait évoquer ce thème. Alors oui, l'avenir n'est pas écrit et on y croit en la volonté avant tout. Voilà, donc effectivement, il y a un désamour, je pense qu'il est ponctuel. Mais j'ai une inquiétude quand même parce que je ressens aujourd'hui, je ne suis pas géopolitiste, je ne suis pas universitaire, donc mon approche, c'est effectivement une connaissance de l'Afrique à travers les différentes expériences que j'ai eues dans les médias, notamment à Radio France Internationale, et puis aujourd'hui en conseillant les hommes politiques africains. Donc ce désamour, cette prise de distance, c'est quelque chose que je ressens aujourd'hui très, très fortement. À travers une dégradation de l'image de la France et au-delà de la France, de la dégradation de l'image de l'Occident en Afrique, avec une accélération depuis la guerre en Ukraine, ce qui d'ailleurs me semble paradoxal, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler, parce que finalement,
la guerre en Ukraine, c'est l'attaque d'un petit par un grand et c'est la négation même de l'identité du plus petit par le plus grand. Donc, logiquement, quand on est souverainiste et quand on est adepte de la recherche d'une plus grande souveraineté, on devrait soutenir l'Ukraine. Et ce n'est pas toujours le cas. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors, ces critiques contre la France et contre l'Occident, elles sont totalement légitimes. De toute façon, toute critique est légitime, bien évidemment. Simplement, autrefois, il y a 20 ans, il y a 30 ans, depuis les indépendances, ces critiques étaient portées par des personnalités intellectuelles qui avaient du charisme, qui avaient un corpus idéologique extrêmement structuré, qui avaient un projet qui était un projet de rupture, mais qui était un projet politique. Et aujourd'hui, c'est plus ça, c'est plus porté par des intellectuels, c'est porté par des influenceurs. Et ça, à mes yeux, ça change absolument tout. C'est des influenceurs, donc c'est pas la même chose. Ils parlent sur les réseaux sociaux avec des discours très réducteurs, avec des discours de haine, avec des discours souvent racialistes. Et ils s'adressent à des populations, malheureusement, l'éducation publique en Afrique a diminué, s'est affaiblie au cours des dernières décennies. Donc des populations qui n'ont pas forcément la maîtrise intellectuelle pour comprendre ce qu'ils disent. Et qui se retrouvent finalement face à des fake news, desservis comme ça de manière massive, relayés par des usines à trolls, sans réflexion réelle. Donc un discours de haine sur fond souvent racialiste et antisémite. Et malheureusement, ça trouve un écho dans les pays d'Afrique francophone, notamment au Sahel. Effectivement, on reparlera de l'échec de l'opération Barkhane, sur fond d'échec de Barkhane, sur fond d'une nouvelle donne géopolitique où finalement l'Afrique est en train de redevenir un nouveau terrain de l'affrontement entre l'Est et l'Ouest. On peut parler de la guerre froide, mais c'est très vrai, entre l'Occident et la Russie. Parce que finalement, tout ça, c'est pas neutre. Tout ça, ça sort pas de nulle part. C'est pas de la génération spontanée. C'est juste que l'Afrique redevient un champ d'affrontement. Et pour la Russie, l'enjeu, c'est de refaire de l'Afrique un nouvel espace d'influence pour elle. Donc, par rapport à ça, la réponse de la France, la réponse de l'Occident se cherche encore. Pourquoi ? Parce qu'il y a une culpabilité réelle, mais aussi parce que finalement, ces personnes parlent d'un pays qui n'existe plus. La France telle qu'ils la décrivent, la France-Afrique telle qu'ils la décrivent, n'existe plus. Aujourd'hui, même les chefs d'État qui sont proches de la France, comme par exemple le président du Niger, Mohamed Bazoum, n'est pas un vassal de la France, ce n'est pas un sous-préfet de la France. Il l'a très bien redit dans une excellente interview à TV5 Monde au moment du dernier sommet de la francophonie. Et puis, les pays d'Afrique francophone s'ouvrent au reste du monde. La France n'est plus aujourd'hui le premier partenaire commercial d'un pays comme la Côte d'Ivoire, dont la France est pourtant reste très proche. Et pourtant, quelqu'un disait ce matin qu'il n'y avait pas d'innocence. Je crois que c'est au dernier rang. Un étudiant disait qu'il n'y avait pas d'innocence. Et c'est vrai, parce que la France, par certaines attitudes, par certains mots, peut contribuer à nourrir ce narratif russe. Ça, c'est aussi une réalité. Le narratif russe, c'est le discours politique de Vladimir Poutine qui dit en octobre dernier, les élites occidentales sont restées colonialistes. Et ça fait écho auprès de toute une population parce qu'il y a parfois des écarts qui permettent de nourrir ce narratif. Quand je pense aux écarts, je pense par exemple à Emmanuel Macron, qui est pourtant un président qui effectivement n'a pas connu la colonisation, qui a une réelle volonté de rupture, mais quand il donne le sentiment de pouvoir convoquer, comme il l'a fait à Pau, des chefs d'État lors d'un G5 Sahel à Pau, eh bien évidemment ça passe pas. Ça passe pas parce qu'on ne convoque pas des gens qui sont des homologues et on ne convoque pas des gens qui sont plus âgés que vous. C'est contraire à tous les codes africains sur l'ENES, par exemple. Idem quand il donne le sentiment de traiter de manière différente des putsch, selon qu'il se passe par exemple au Mali ou au Tchad, où il donne le sentiment d'aller adouber le fils du président sortant. Donc ça passe pas. D'autres ressentiments sur la question des visas, sur la question des droits universitaires. Donc tout ça, ça permet de nourrir ce narratif. Mais en même temps, je pense qu'effectivement la France-Afrique n'existe plus, que les rapports sont aujourd'hui malgré tout beaucoup plus égalitaires et qu'il y a de vrais actes qui ont été posés. S'ouvrir vers les pays lusophones, s'ouvrir vers le Rwanda, et puis également sur le plan mémorial qui est toujours très sensible, la restitution des œuvres d'art au Bénin, c'est très important. Alors je pense qu'il faut aller plus loin aujourd'hui parce que effectivement l'avenir n'est pas écrit. Vous avez raison, l'avenir n'est pas écrit
Et je pense qu'il y a entre nous une relation historique, une relation charnelle, une relation affective, et qu'il faut à tout prix la préserver, cette relation. Et pour moi, l'avenir n'est pas écrit, c'est lutter, prendre davantage et mieux la mesure de ce qui se joue en ce moment. Et apporter 2 types de réponses. D'abord, une réponse envers tous ces influenceurs, envers la Russie, envers une réponse politique. Et là, ne rien laisser passer, c'est-à-dire déconstruire pied à pied ce qui est en train d'être dit. Ne rien céder sur le narratif. Est-ce qu'on prend la mesure de ce combat? Non, pour l'instant, on ne le prend pas, insuffisamment. Démontrer que Wagner au Mali, Wagner au Burkina Faso, Wagner centrafrique, finalement, c'est peut-être un instrument d'une Russe-Afrique qui est en train de se mettre en place. Il n'y a plus de France-Afrique, il y a peut-être une Russe-Afrique. Et que Wagner, c'est un instrument de prédation. Parce que quand on se fait payer avec des mines d'or, c'est de la prédation. Donc, démontrer le caractère prédateur de certaines pratiques, démontrer que les régimes qui se donnent aujourd'hui à la Russie, ce sont des régimes qui sont illégitimes, issus de coups d'État. Voilà. Et que ce sont en fait des régimes qui échouent sur le double plan à la fois sécuritaire et de développement. Albert Camus avait une phrase que j'adore: mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. Il faut bien nommer les choses, il faut les dire davantage toujours. Et puis en même temps, prendre compte de ce que nous disent les jeunesses africaines, prendre compte de leur soif de considération, prendre compte de leur aspiration à un nouvel ordre international construit ensemble et de manière plus respectueuse. Je pense qu'on a tous les atouts. On a une histoire qui est forte, on a une histoire commune, on a des diasporas, on en parlera. Je pense que c'est une affaire de valeurs. Moi, je crois au caractère universaliste de certaines valeurs, comme la démocratie, comme les droits humains. Je crois que tous les peuples, fondamentalement, aspirent à ça, les Africains comme les autres, et qu'il faut se battre avec des diasporas qui peuvent être des passerelles, et que rien n'est perdu parce que l'avenir n'est pas écrit. Merci beaucoup, Geneviève Kessinger. Donc, il y a effectivement, comme vous le dites, ce narratif, peut-être l'instrumentalisation aussi à travers des contre-vérités colportées sur les réseaux sociaux. Vous avez proposé plusieurs pistes de solutions, un ordre international plus respectueux, plus inclusif. Et Richard Abaldi, je crois que vous, face à cette défiance, pour pouvoir l'effacer, face à ce sentiment qu'on pourrait qualifier de condescendance, vous dites il faut restaurer la confiance. Oui, je vous remercie. Effectivement, lors de l'entretien que vous avez écouté apparemment, que j'ai donné durant l'après-COP à Kinshasa, je parlais de la confiance. La confiance en contrepoint de la défiance, bien entendu. Puisqu'il semble, et Geneviève, je souscris tout à fait à vos propos à 100%, qu'une forme de défiance s'est instaurée. Et une des questions dans cette relation France-Afrique ou Europe-Afrique, c'est de quelle manière peut-on reconstruire cette confiance. Et je pense que les choses sont de l'ordre du comportement et de la manière dont on rentre en conversation et effectivement que l'on évite la condescendance. L'exemple que vous avez donné sur la Irlande de Pau illustre parfaitement comment parfois on peut commettre des impairs, même de bonne foi. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, à la Fondation Brazzaville, on a quelques éléments clés qui guident notre comportement. Par exemple, chaque fois que nous agissons, nous nous posons la question de la primauté de la compétence africaine. On ne fait jamais à la place d'eux. On regarde d'abord qui est compétent pour faire ce qui est à faire. Deuxièmement, on se pose aussi la question, s'il doit y avoir un modèle de développement, du niveau d'apport endogène et d'apport exogène. C'est-à-dire minimiser les apports exogènes pour favoriser les ressorts endogènes du développement à chaque fois que cela est possible. Et donc forcément, en se basant sur la compétence africaine, c'est en quelque sorte mettre en pratique le principe de subsidiarité et qui normalement doit nous guider au niveau de l'Union européenne. Alors ça n'est pas toujours facile, notamment dans le secteur public. La compétence africaine, on la trouve beaucoup dans le secteur privé, le commerce est florissant. Dans le secteur de la société civile, on a beaucoup débattu hier matin de la société civile. À ce propos d'ailleurs, je voudrais me donner ma propre définition, parce que j'ai entendu une définition qui ne me satisfait pas. La société publique, c'est le tiers secteur entre le secteur marchand et le secteur public, et qui a des fonctions propres, effectivement, de contre-pouvoir
de médiation, de facilitation, et qui permet aussi des avancées sociales et sociétales. Dans la revue politique et parlementaire à paraître, Arnaud Benedetti m'a demandé d'écrire un article sur le soft power et l'Afrique. Quand cette proposition est arrivée, je me suis demandé si je devais écrire sur le soft power exercé en Afrique ou sur le soft power africain. J'ai décidé de traiter des deux. Traiter des deux parce qu'effectivement, il y a bien un soft power exercé par les anciennes puissances coloniales de façon diverse. Il se trouve que je travaille depuis Londres, donc je vois ce qui se fait depuis le Commonwealth par rapport à ce qui se fait, par exemple, depuis Paris ou depuis la francophonie. Le soft power, vous venez de l'indiquer, de la Russie, qui agit essentiellement par la propagande, comme la Chine d'ailleurs, et qui, en manipulant les foules, explique par des messages assez clairs, en gros, pour la Chine, que finalement, ils souscrivent à la volonté de continuer à se décoloniser, et pour la Russie, c'est le vieux ressort des pays frères de l'ère soviétique. Et puis il y a aussi le soft power turc qui s'exerce. Et en ce qui concerne les États-Unis, on savait déjà depuis Hillary Clinton et Barack Obama que nous n'étions plus au soft power, mais au smart power, dont on se demande encore, mais peut-être que vous nous l'expliquerez, ce qu'il en est, puisqu'en réalité, on a l'impression qu'on est entre la carotte et le bâton avec le smart power. Alors, si je me place d'un point de vue africain, je ne le suis qu'à 25%, ayant des ascendances algériennes, je me pose la question forcément de savoir s'il y a un smart power africain, et dans certains articles que l'on peut lire, il semble qu'on mette en valeur beaucoup la culture africaine, comme si on allait chercher absolument quelque chose à montrer, comme s'il n'y avait rien d'autre que la culture africaine. On mettra, par exemple, en avant la rumba congolaise, beaucoup de choses qui viennent de la musique et du folklore. Et j'ai parfois peur de ça quand je lis ce genre d'article, parce que Alors, on salue l'arrivée d'Alexandre Adler. Je continue. Oui. Alors, concernant le smart power africain, je vais prendre un seul exemple dont je suis le témoin à travers la diplomatie climatique. Des pays comme la RDC, par exemple, depuis maintenant plusieurs mois, fait une campagne sous le thème Pays Solutions. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que si on regarde le bassin du Congo, c'est ce pays, la commission climat du bassin du Congo, qui est une commission qui est sous l'égide de l'Union africaine. 60% à peu près du bassin du Congo se trouve en RDC. Et toute la question est la question de la négociation des échanges carbone, bien évidemment du prix de la tonne carbone, etc. Et le Congo essaie d'expliquer, avec d'autres pays africains, que, bien sûr, le changement climatique est un enjeu pour l'Afrique, mais aussi un enjeu planétaire. Et donc, il y a des solutions africaines à la question de la transition climatique. À partir de là, on peut donc se poser la question de savoir s'il y a des solutions africaines, pas simplement d'un point de vue climatique, mais sur d'autres questions. Et donc, se poser une autre question beaucoup plus prospective, qui est, puisque la question ici est la géopolitique des puissances, l'Afrique peut-elle être une puissance et laquelle? Et donc, si on est prospectif, et l'agenda 2063 de l'Afrique nous laisse du temps, j'aurai 99 ans quand cet agenda sera abouti, on doit se poser la question de savoir à quelles conditions l'Afrique pourrait devenir une puissance comme l'Union européenne, par exemple, imagine être une puissance. Si on faisait des exercices à la mode Jouvenel de prospective, quels sont les futuribles de l'Afrique, les futurs possibles de l'Afrique, il faudrait que l'on examine alors ce qui aujourd'hui
même si les prévisions, Vincent Arouet, on doit s'en méfier, on devrait quand même se poser la question de savoir vers où on peut aller. Monsieur Cordier, hier, vous parliez de l'énergie, par exemple. Et effectivement, on sent qu'il y a un potentiel extrêmement important en Afrique, notamment d'un point de vue hydroélectrique et d'un point de vue solaire. Mais regardons, par exemple, le capital humain en devenir. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Que vont devenir ces 2 milliards d'individus attendus d'ici 2050, et les prévisionnistes nous disent 3,8 milliards d'individus à la fin du XXIe siècle. Identifier et valoriser les solutions africaines. Est-ce que l'Afrique peut devenir une grande puissance agricole? Elle compte près de 600 millions d'hectares de terres arables non cultivées, soit 60% du total mondial. Et aujourd'hui, le transfert international de terres arables à grande échelle connaît une ampleur sans précédent, et 62% de ces transactions le sont sur le sol africain. On voit même des pays africains, comme le Rwanda par exemple, qui va acheter ou qui va louer des terres en République du Congo. Est-ce que l'Afrique peut devenir une grande puissance agricole? Si on pense en termes de modèle de développement, c'était un des sujets de hier matin, l'Afrique a à répondre à des injonctions paradoxales. Je vous en donne une concernant la transition climatique. Si vous regardez la planisphère, vous avez 3 grandes forêts tropicales, l'Amazone, le bassin du Congo et l'Indonésie. On sait que les échanges carbone sont négatifs, actuellement sont déficitaires sur l'Amazone et sur l'Indonésie, et qu'il est grand temps de préserver le bassin du Congo, comme tout le monde de la planète. Et une de ces injonctions paradoxales, c'est de se dire il faut forcément imaginer un développement qui bénéficie bien évidemment au bien-être des populations, qui préserve, quoi qu'il en soit, la faune et la flore, mais qui ne soit pas destructeur de l'environnement. Donc, du point de vue du Nord, il faudrait mettre le bassin du Congo sous cloche, ce qui ouvrirait tout développement, et ce qui est impensable, bien évidemment, à moins de faire un grand écomusée et de laisser les populations qui vivent dans le bassin du Congo aujourd'hui, 250 millions d'habitants, sans grand changement. Donc, il faut répondre à cette injonction, et une des grandes chances, c'est de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas en termes de développement, et de se dire, à partir d'une vision de l'économie bleue, de l'économie verte, l'OCDE, à une époque, a travaillé beaucoup sur les questions de croissance verte, peut-on imaginer un nouveau modèle de développement? C'était une des questions de hier matin. Ça passe notamment par la question de l'industrialisation. Une réunion avait lieu à Niamey au mois de novembre pour traiter de cette question, en parallèle avec une réunion de la ZECLAF. De quelle manière peut-on industrialiser l'Afrique? Se pose forcément la question de l'implantation des chaînes de valeur nouvelles, pour faire en sorte que les matières premières qui sont extraites ne partent pas, par exemple, en Chine pour y être manufacturées, mais qu'elles soient manufacturées sur le continent. Donc là, on voit aussi des éléments qui permettent d'imaginer la progression économique, le développement économique, et donc, normalement, par voie de conséquence, le développement social du continent. Donc ce sont là des pistes qui peuvent nous faire imaginer comment le continent, prenant conscience de sa capacité de développement, arrive à se projeter pour devenir lui-même une puissance, tout comme l'Europe, au sein de l'Union européenne, imagine régulièrement être cette grande puissance. Ça suppose que les Africains changent de discours sur eux-mêmes, cessent par exemple la victimisation, et là on a vu par exemple durant la COP27 des discours extrêmement précis, ce qui a permis les 2 derniers jours d'arriver à notamment la négociation inévitable sur la question des pertes et dommages. Il va encore falloir maintenant que nous arrivions à régler les conditions de cette négociation, mais elle est ouverte, elle est acquise. Et puis il faut aussi un changement de discours de la part de ceux qui regardent l'Afrique. Vous l'avez très bien dit. Il faut cesser de regarder, il faut cesser de répéter le discours de Victor Hugo sur l'Afrique. Je vous invite à le lire. Vous le trouverez sur Internet. Discours sur l'Afrique de Victor Hugo. Ce grand humaniste a expliqué comment on devait s'accaparer l'Afrique. Ah, certes, avec des mots extrêmement généreux, fraternels, mais en gros, il a dit que Dieu avait offert l'Afrique au monde occidental. Et il semble que le logiciel qui soit le nôtre aujourd'hui est toujours celui-là.
celui que nous a indiqué Victor Hugo, ce grand humaniste. Donc, l'idée, et je conclue avec ça, de mon point de vue, c'est de repenser le projet panafricain. C'est-à-dire que le projet panafricain qui avait prévalu en 1963, au moment des indépendances, soit totalement repensé. Ce qui suppose bien évidemment qu'il y ait une vision politique. Vous parliez tout à l'heure de volonté politique. Donc il faut qu'il y ait une volonté politique. Pour écrire un projet politique, il faut qu'il y ait une stratégie continentale. Il faut adapter les institutions qui ont été créées en 1963. On a fêté l'année dernière les 20 ans de l'Union africaine. Nous ne sommes plus à la sortie du colonialisme, on est 60 ans après. Il faut aussi cesser, et j'entends beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui reconnaître que cette question du colonialisme n'a plus sa raison d'être. Et finalement, on se rendra compte qu'en 2063, qu'on aura peut-être une vraie puissance continentale. Et de 1963 à 2063, se seront écoulés 100 ans, ce qui n'est rien. Et quand on travaille en Afrique, on sait qu'un des éléments majeurs, c'est la patience, parce que le temps africain n'est pas le temps européen. Merci beaucoup, Richard Amadou. Nous retenons donc qu'il faut faire évoluer le discours, le discours sur l'Afrique. Alexandre Adler, merci beaucoup d'être parmi nous. J'ai présenté tous nos intervenants sauf vous. On vous attendait avec beaucoup d'impatience, mais on ne vous présente plus. Vous êtes essayiste, historien, spécialiste des relations internationales, figure bien connue des médias audiovisuels et de la presse écrite. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages. Votre parcours est impressionnant. En fait, les qualités de nos 5 panélistes sont très impressionnantes. Et vous disposez, Alexandre Adler, d'une connaissance approfondie sur le sujet qui nous anime aujourd'hui, géopolitique des puissances. Mais peut-être pour vous laisser le temps de vous mettre un peu dans le bain de la table ronde, je vais passer d'abord la parole à François David. Nous avons alors l'Afrique est peut-être un nouveau terrain d'affrontement des grandes puissances. Nous avons beaucoup entendu parler de la France-Afrique. Nous avons beaucoup entendu parler de la Russie. Vous, quel est votre point de vue sur ces sujets? Merci beaucoup. On a beaucoup parlé du temps, futur, passé. Si on regarde si on tente une histoire du temps actuel, je suis frappé par l'année 2008. Je pense que lorsqu'on écrira une histoire de la guerre froide appliquée à l'Afrique, en particulier, on constatera qu'il y a eu une bascule ou une rebascule, retour vers le futur peut-être, autour de 2008, avec toute une série d'événements qui ne sont pas complémentaires, concordants, mais qui montrent qu'il se passe quelque chose. Quelque chose, je ne tenterai même pas aujourd'hui de l'expliquer, on a encore le nez collé dessus. Là, 2008, c'est la création du commandement américain pour l'Afrique, détaché du commandement européen, OTAN, etc. 2008, à l'autre bout, ça a l'air très anecdotique, ça ne l'est pas du tout, c'est la fin du Paris-Dakar en Afrique. Ce ne sera plus le Dakar africain, trop dangereux. 4 militaires français tués en 2008 et 3 militaires mauritaniens. Le gouvernement français fait savoir à l'organisation Duralis, ce n'est plus possible, on ne traversera plus désormais le Sahara pour faire de la course en automobile ou du tourisme. C'est trop dangereux désormais. Chose impensable encore en 2000. 2008, c'est l'élection du premier président afro-américain de l'histoire, Barack Obama. 2008, ça a l'air déconnecté, mais non, pas du tout. C'est le traité de Lisbonne qui va entrer en vigueur et qui fait entre autres, à l'Union européenne une alliance militaire affiliée à l'OTAN. C'est dans le texte, c'est écrit. Et donc, on va retrouver évidemment l'Union européenne désormais aussi comme acteur, comme puissance en matière africaine. Alors, je vais juste, en 5 minutes, me concentrer sur
comme puissance, hein, on a le choix quand même. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la Turquie, mais on a fait une occurrence, mais je vais parler de la France, des États-Unis, puis incidemment de leurs ennemis, Al-Qaïda, vous désignez le mot par la chose, et puis les compétiteurs, restons polis encore. La Troisième Guerre mondiale n'a pas encore commencé. Chine et Russie. Alors, premier point, la France. Je pense que, oui, la France-Afrique, c'est terminé. Qu'on le regrette, que certains le regrettent ou non, d'ailleurs peut-être même en Afrique, c'est terminé. C'est terminé, ça date de Lionel Jospin, c'était plus ou moins sincère, plus ou moins hypocrite, mais depuis 25 ans, on a clairement une évolution très nette, et vous le rappeliez, on n'est plus du tout, avec toutes les guillemets, dans un lien de féodalité, suzeraineté, vassalité. On n'est plus du tout là-dedans. Il est quand même caractéristique que, même pour Serval, le gouvernement Hollande a dû demander l'autorisation, a cru devoir demander l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU pour intervenir. D'ailleurs, à mon avis, quand on écrira l'histoire à partir des archives secrètes aujourd'hui, on verra que l'autorisation a été votée peut-être quelques minutes après que le premier parachutiste légionnaire ait sauté sur Tombouctou. Mais bon, on a dû demander l'autorisation de l'ONU. Ou croire devoir demander. Ce qui serait impensable au temps de François Mitterrand, de Franck Chad et au début du premier mandat de Jacques Chirac. L'ennui, c'est que veut faire la France en Afrique? La stratégie, autrement dit, in fine, l'horizon. Depuis 25 ans, on ne peut pas dire complètement qu'on a le nez collé dessus. On a quand même maintenant un certain recul. Moi, je ne la vois pas, la stratégie. Une stratégie par défaut, parce que, disons-le, non, la France n'est pas en décadence, elle n'est pas en déclin, mais franchement, je ne la classe plus dans les grandes puissances. Si la France est encore une puissance moyenne, entre guillemets supérieure, ce sera déjà très bien. Donc il y a quand même relativement un déclassement, on ne peut pas dire le contraire. Et on voit bien qu'elle n'a plus la prédominance diplomatique. On peut multiplier les exemples. En 2003, Jacques Chirac et Dominique de Villepin réussissent à coaliser les États africains membres provisoires du Conseil de sécurité de l'ONU contre le projet d'invasion irakien, qui fera que l'administration Bush-fils ne demandera pas à un vote au Conseil de sécurité. Elle ira de façon unilatérale en Irak. Et on voit bien, comme ça a été rappelé, que cette année, l'année dernière, on n'arrive pas à coaliser les États africains contre la Russie. Je ne parle pas du fond du problème, je parle de la machinerie diplomatique. Il se passe de fait quelque chose. Alors, néanmoins, sur le Mali, c'est quand même le fait majeur, un clou chassant l'autre. On a déjà commencé à oublier le Mali. Mais quand même, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est une très grande réussite et pas simplement militaire. Si ça échoue, c'est à cause de la junte militaire d'aujourd'hui qui fait n'importe quoi, pour parler en français courant, et qui sera la première à se mordre les doigts d'avoir fait appel à une puissance, peut-être bientôt une autre puissance étrangère, ou une troisième avec la Turquie, qui tôt ou tard se retournera contre ceux aujourd'hui au pouvoir de fait, par la force, à Bamako. Le point... parmi beaucoup, bien sûr, sur lequel deux points. Le premier, le procès fait à la France va défendre ses intérêts économiques au Mali. Mais il n'y a pas d'entreprise d'extraction, à ma connaissance, pétrolière ou minière française au Mali. Aussi surprenant que cela paraît. J'ai travaillé un thésard là-dessus, je me dis, mais cherchez bien, il doit y en avoir une quelque part. Un Malien, hein. Non, mon thésard n'a rien trouvé en la matière. C'est allemand, c'est canadien, un peu chinois forcément, c'est pas français. La France n'est pas allée au Mali pour sauver même Areva à côté au Niger ou les installations portuaires de M. Bolloré. Elle est allée au Mali, par contre, oui, d'abord, j'ai dit d'abord parce qu'il y a une suite, dans son intérêt. Oui, c'est son intérêt, mais pas un intérêt économique, de marchand de canons, de marchand de tapis, un intérêt sécuritaire. Ne pas constituer un salistan au Mali. Et ça a très bien fonctionné. Et je rappelle qu'à l'époque, on dit, bah oui, mais bon... 10 ans plus tard, on est presque au même stade. Ah non, non, parce qu'il y a 10 ans, on savait qu'on serait au même stade, en fait. C'est-à-dire que, c'est d'ailleurs comme pareil pour l'Afghanistan, on a oublié il y a 20 ans, hein, on ne se faisait aucune illusion sur la démocratisation de l'Afghanistan, et comme on ne se faisait il y a 10 ans, aucune illusion du côté français sur
on va enfin mettre un État en place moderne économiquement, respectueux réellement de la démocratie, etc. On avait le président Hollande, il suffit de relire la presse, hein, c'est dans les archives du Monde, du Figaro, etc. Les Libérations, on ne se faisait absolument aucune illusion. Deuxième point, ensuite, on a ce qu'on appelle en sciences politiques la théorie de l'hégémon bienveillant, qui est trompeuse dans le terme. L'hégémon bienveillant, il sert d'abord son intérêt. Il se trouve qu'après, il sert l'intérêt sécuritaire des autres. Voilà. Et, alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais dans le cas de la France, oui, va au Mali d'abord pour son intérêt de sécurité. Ensuite, ça a fait l'affaire. Le mieux, en limitant les dégâts, ça a fait l'affaire de la sécurité de la région. Troisième point sur le Mali, on a une bonne hybridation de ce qu'il faut faire en matière unilatéralisme, intervention nationale, intervention multinationale. Ça avait été expérimenté par Tony Blair au Sierra Leone en 2001 avec l'alliage, une opération de l'ONU, la MINUSIL, et puis une opération militaire britannique, classique Palliser. Et là, on a expérimenté à une plus grande échelle au Mali l'alliage, l'hybridation, MINUSMA, Serval, Barkhane. Je resterai pudique sur le bilan de la MINUSMA, mais globalement, on a évité le pire et c'était, au fond, le mieux. Maintenant, oui, dans le cas de la France, il y a des soupçons de néocolonialisme. Et oui, il va falloir que certains revoient leur discours, leur pensée, leur manière de faire, et pas simplement les influenceurs, pas simplement les agents de propagande classiques. Télé 5 Monde, moi je suis très étonné quand je vais en Afrique, dans les milieux universitaires que je fréquente, passe pour une chaîne de propagande à la solde de Paris. Alors, oui, je ne regarde pas Télé 5 Monde et c'est un stéréotype plaqué, mais enfin moi je regarde cette Télé 5 Monde, c'est quand même difficile, il faut de la bonne volonté. Et inversement, d'ailleurs, le président Macron, avant de partir dans sa tournée africaine de juillet 2022, a dénoncé de son côté, je le cite, après je ne prends pas sa responsabilité à sa place, que certains intervenants sur Télé 5 Monde seraient stipendiés par la Russie pour cracher sur la France. Bon, quand même, Télé 5 Monde, agent de la propagande française, c'est un exemple, parmi d'autres. Le franc CFA. Moi, je ne suis pas économiste, je ne suis pas dans la finance. Même, je peux dire, j'en suis pas fier, je n'y comprends rien. Mais quand même, je n'ai jamais trouvé à ce jour, et j'ai cherché, parce que ça m'intrigue, un argumentaire pour dire en quoi le franc CFA nuisait aux économies des États, les deux francs CFA nuisaient aux intérêts des États concernés. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on met à la place? Alors oui, il y a l'éco, oui, une monnaie centrale. Et comment éviter les dévaluations compétitives? Comment gager cette monnaie? On retournera de toute façon dans un schéma proche de l'actuel. Les États-Unis, 3 points clairs, à mon sens, ils ne sont pas intéressés positivement par l'Afrique. On a le grand Raoult, le grand cycle des tournées présidentielles, la première 98, Bill Clinton, il y a Trump, enfin lui il a envoyé sa femme et son secrétaire d'État. Trump évidemment aussi n'est pas risqué, mais on a chaque fois le cycle à coup de trompette, du grand voyage présidentiel, et puis beaucoup de ferveur, beaucoup de bruit, pas grand-chose à l'arrivée. C'est l'Afrique est, en termes de géopolitique, la seule région, enfin c'est pas une région, le seul continent au monde auquel les États-Unis octroient, où les États-Unis octroient aux puissances européennes, France et britanniques, une zone d'influence. La diplomatie américaine n'aime pas les zones d'influence depuis 2 siècles. Là, si, on a une sorte de doctrine Monroe inversée. Alors, le problème, c'est que la France sous-traite, certes, mais elle n'a pas les moyens de faire ça tout seul. Sans les forces spéciales américaines au Mali, il faut quand même le dire, sans les avions cargo géants, sans les drones, ce n'était pas réalisable. Deuxième point, au fond, l'Amérique va en Afrique parce que d'autres veulent y aller, la Chine, la Russie, etc. Et là, ça ressemble quand même à la course de clocher du 19e siècle. Quand la France colonisait tel territoire, par exemple l'Oubangui-Chari, Centrafrique, parce que les Britanniques avaient la velléité d'y aller eux aussi. Alors, plutôt y être que les autres. Ça ressemble à ça, beaucoup, combler et occuper l'espace avant que ce soit les autres qui le fassent. Et puis, troisième point, les Américains préfèrent très clairement des opérations discrètes, forces spéciales, instruction de troupes, instruction de la marine notamment, des petites marines du golfe
de Guinée. Alors, en conclusion, déjà 2 remarques subsidiaires. La Chine, j'ai oublié de parler de la Chine, donc bien sûr. La Chine, je pense qu'elle est sur la même voie que le Royaume-Uni au XVIIe, XVIIIe siècle, les États-Unis autour de 1880 avec la doctrine de l'amiral Mahan, et l'Allemagne dans les mêmes années avec la Weltpolitik. C'est très clairement là, retour vers le futur. Non, l'histoire ne se répète pas. Oui, comme dit Durosel, il y a des régularités, des constantes. Et en l'occurrence, le fameux collier de perles, ce n'est rien d'autre que remettre en place une série de bases à travers le monde sur lesquelles appuyer ensuite une expansion. 2. Si on veut quand même trouver une analogie historique, ce n'est pas le Japon de l'entre-deux-guerres, c'est plutôt l'Allemagne de 1910. La Chine est impudente, arrogante. Elle est sans doute sortie du bois trop tôt, contrairement au conseil de Deng Xiaoping. Au total, 2 points pour l'émergence, non pas d'une souveraineté africaine, moi je ne sais pas ce que ça veut dire à l'échelle d'un continent, même l'Europe. Souveraineté, ça ne veut pas dire grand-chose ici. L'Afrique n'échappera pas au jeu des puissances avant longtemps. C'est comme un physicien qui veut construire un avion et il oublie la gravité, ou il ne veut pas tenir compte de la gravité, c'est le crash assuré. On est dans un jeu de puissance. Et par contre, le gagnant-gagnant, ça n'existe pas. Au mieux, il y a plus de gagnants que de perdants. Il n'y aura jamais, dans l'histoire humaine, de gagnant-gagnant, ni au niveau sociologique, ni au niveau interétatique. Il y aura toujours des perdants. Et nier cela, c'est s'exposer à un grave péril. Et dans le cas de l'Afrique, eh bien, il vaut mieux le diable qu'on connaît, comme disent les Britanniques, jouer avec des puissances avec lesquelles, qui ont abandonné leur projet impérial, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, que de se risquer avec des puissances réellement hégémoniques. Nous voyons bien lesquelles. Deuxièmement, l'interne conditionne l'international. Si l'Afrique veut échapper au jeu des puissances déjà au niveau de chaque État, ça suppose des institutions fortes, un capital humain. Ne pas rater, on en a beaucoup parlé, c'est essentiel, la démographie avant tout. Ne pas rater le coche de la transition démographique actuelle, c'est une chance, pour répondre à ce matin et à tout à l'heure, c'est une chance plutôt qu'un fardeau. Devenir l'atelier du monde, parce que déjà c'est trop cher en Chine et même peut-être en Thaïlande ou au Vietnam maintenant. C'est maintenant ou jamais. Ça passe par une bonne université et puis des institutions fortes. Et avant la démocratie, historiquement, autre régularité, mais pas automaticité, rien n'est joué d'avance, le libéralisme. Le libéralisme précède la démocratie. Et le suffrage universel ne remplit pas l'assiette nécessairement. Et c'est pour ça qu'il y a 2 modèles plutôt que de chercher dans les puissances occidentales. Ce serait le Vietnam, et avant le Vietnam, le Singapour. Pour les États africains, 2 modèles, 2 paradigmes plus efficients de développement politique, donc économique, même si le lien libéralisme politique et libéralisme économique n'est jamais garanti d'avance. Au total, je vais citer donc 2008, le serpent se mord la queue, le premier président afro-américain de l'histoire. Les Africains n'ont pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Merci beaucoup, François David. Vous évoquiez dans votre exposé ce positionnement des États africains face, en tout cas, leur grande abstention face à ce qui se passe pour la guerre en Ukraine. Je voudrais tout de suite poser une question à Alexandre Adler. Alexandre Adler, est-ce que, selon vous, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a modifié la donne des rapports de force géopolitiques sur le continent africain? Quel message, est-ce qu'il y a un message que les pays africains veulent nous envoyer à l'Occident à travers cette abstention? Merci beaucoup. D'abord, pardonnez-moi, j'ai l'esprit de l'escalier, mais je dirais que Barack Obama est un président afro-américain au cube, si j'ose dire, parce que, bien entendu, tous les Américains d'origine noire, en fait, on va le dire, sont afro-américains, puisque à un moment donné, ils sont arrivés miraculeusement souvent par fond de cale quand ils n'étaient pas assassinés dans le trajet. Mais donc, ils sont tous afro-américains en dernière instance. Mais rares sont ceux qui sont venus directement d'Afrique.
et une période historique. C'est le cas, effectivement, de Barack Obama. Et Il n'y a pas encore de président américain descendant d'esclaves. non, il n'y a toujours pas. Et d'ailleurs, oui, absolument. Et d'ailleurs, il faut dire aussi que pas mal d'Afro-Américains, par exemple au Texas, ne sont jamais passés par la case de l'esclavage parce que c'était des étendues déjà trop importantes où il était impossible d'avoir d'avoir des esclaves qui ne marronnaient pas. Donc, en fait, il y avait déjà des Afro-Américains qui ne sont jamais passés par la case de l'esclavage dans tout l'ouest des États-Unis. Et ceci est une autre histoire. En ce qui concerne Barack Obama, c'est plus simple que cela. C'est que c'est le premier président nouveau qui ait jamais eu lieu parce que, évidemment, les Kikuyu au Kenya n'ont jamais accepté que la seconde ethnie, les Luo, qui d'ailleurs sont très rarement musulmans comme l'était Barack Obama, moitié musulman, mais en tout cas avec un nom tout à fait musulman, Barak, béni de Dieu. Mais en tout cas, ceux-là n'avaient jamais accès au pouvoir politique puisque c'était l'ethnie dominante qui le leur interdisait. Et la plaisanterie qui a eu cours à Nairobi tout de suite, pourquoi Barack Obama est-il devenu président? Parce que de toute façon, on ne pouvait pas devenir président du Kenya. Donc, il ne lui restait plus que se sauter une case et il est devenu président des États-Unis. C'est en effet une situation tout à fait étonnante, car effectivement, si Barack Obama s'est identifié, je dirais, dans la pensée par une crise personnelle d'ailleurs très importante dans ses études, la tragédie de la communauté afro-américaine, il n'est en rien afro-américain. Et par contre, il est devenu, et puis je me dirais, il est devenu par mariage. Parce que Michelle Obama, elle, par contre, a connu cette trajectoire beaucoup plus classique. Mais c'est tout à fait étonnant. Alors, pardonnez-moi de cette question de l'escalier, et je vais quand même faire oui, alors, votre question essentielle que vous m'avez posée, qui était très intéressante, ce que vous voulez la reformuler. Donc, c'est... Oui, la guerre, oui. Alors, oui et non. Bien entendu. Une épreuve de cette ampleur ne peut pas ne pas avoir des transformations considérables. Mais pour dire moi, je dirais que au fond, par une espèce de renversement tout à fait normal, puisque nous sommes passés de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud pour l'essentiel, eh bien, cette guerre, si on veut la comparer, c'est une guerre de sécession à l'intérieur de l'ensemble nord-américain. Et exactement comme la guerre de sécession a pu l'être dans les années 1860. C'est-à-dire, d'un côté, un pays avancé, industriel, parce que le Sud, évidemment, est la région industrielle de la Russie, de Donbass, a toujours été le centre, on l'appelait à l'époque Piotr Struve, un des théoriciens d'abord marxiste, puis libéral, marquis de Lacher. Passons sur Piotr Struve. Mais il avait appelé cette région la Roure de la Russie. Et effectivement, tout le sud de la Russie, c'était la Roure, c'est-à-dire cette région industrielle où véritablement la révolution industrielle avait vu le jour. Et encore aujourd'hui, quand on regarde les avions, les hélicoptères, tout ce qui était avant l'informatique a d'abord été conçu dans le sud de la Russie avec des ingénieurs et des ouvriers qu'on faisait venir du nord. Des gens comme Khrouchtchev, par exemple, qu'on présente comme ukrainiens parfois. C'était un ouvrier du nord, paysan, mais aller chercher du travail dans le sud. Le sud, c'est le travail, c'est l'industrie. Et bien entendu, Bieskouchel, comme on dit en russe, ce n'est pas un hasard si effectivement cette région ukrainienne très composite a fini par devenir effectivement l'équivalent de ce qu'a été le nord des États-Unis par rapport au sud, tel que Tocqueville l'a décrit d'emblée comme disant
le nord industrieux contre le sud rentier et agricole, et ayant fait un pacte avec l'esclavage. Là, en l'occurrence, c'est le nord un peu endormi de la Russie, avec ses richesses sibériennes, ses rentes et son rythme incertain, qui est battu par un sud industrieux et qui, lui, a réussi à devenir une véritable nation, et une nation en une génération. Alors là encore, je m'excuse de vous infliger mes expériences personnelles, mais j'étais un info-jojo quand j'étais jeune. Je me suis un peu corrigé. J'ai compris qu'il ne fallait pas vexer les gens de façon absolument systématique. Mais quand j'étais un info-jojo, je pensais exactement comme Poutine. Sauf que j'ai pensé un peu plus vite que lui. Mais nous étions tous les deux avec tous les préjugés que avaient tout simplement les gens dont les parents avaient connu la Deuxième Guerre mondiale, qui n'aimaient pas beaucoup les Ukrainiens. Alors quand on disait les Ukrainiens, on faisait une différence essentielle. Il y a les bons Ukrainiens, c'est-à-dire les Ukrainiens de Kharkov. Il faut parler petit nègre maintenant, donc c'est Kharkiv. Ouais. Dnipropetrovsk, maintenant Dnipro, je ne sais pas quoi, enfin, je vous passe, n'est-ce pas, le pseudo-ukrainien que maintenant on nous sert dans les médias. Bon, c'est Dnipropetrovsk, c'est Kharkov, et d'ailleurs, par parenthèse, et ça n'a rien changé sur ce plan-là, tous les Ukrainiens aujourd'hui ne parlent plus qu'une langue, le russe. Et c'est la seule qu'ils aient apprise, et ils parlent très bien. Évidemment. Mais évidemment, aussi, s'ils ne parlent pas ukrainien, ils font semblant. Et c'est une manière d'embêter les Russes du Nord. Bon, aujourd'hui, une langue unique. Et comme vous le savez, le fait que les Irlandais ne se soient pas amusés à apprendre le gaélique, ils le parlent beaucoup moins bien que certains Gallois et certains Écossais du Nord. Mais ça ne les rend pas, ces Écossais, ces Irlandais, particulièrement pro-britanniques, au contraire. Et donc, c'est exactement la même chose pour les Ukrainiens. Le fait qu'ils n'aient que le russe pour s'exprimer ne les rend pas russophiles, au contraire. Alors, la guerre, c'est une guerre de sécession. Dans cette guerre de sécession, toute l'Afrique a évidemment pris position contre l'Ukraine et pour, au fond, une Russie qui, d'une certaine manière, s'opposait à l'hégémonie américaine, et comme une partie de l'Afrique, ou en tout cas la partie tiers-mondiste de l'Afrique, nos amis là, du Mali par exemple, dont on a parlé, et quelques autres, ils se disent quand même le contrepoids que représente la nouvelle alliance de la Chine et de la Russie. Et là, c'est quand même un peu un poids qui permet à l'Amérique de ne pas dicter en permanence ses exigences qui ne sont adaptées ni à notre développement, ni à nos exigences, ni à notre volonté d'indépendance. Donc, je fais ici, évidemment, la part des nuances, parce qu'il y a beaucoup de gens nuancés qui ne pensent pas tout à fait comme ça. Et il y a un certain nombre des dirigeants africains se sont dit, voilà, on est quand même mieux, non pas en tant que tel, mais en créant ce contrepoids. À ceci près que petit à petit, parce que les Africains sont d'excellents politiques, c'est exactement comme l'Allemagne de l'Est. À force d'être privée de liberté, elle a fini par faire de la politique là où l'Allemagne de l'Ouest n'en faisait plus du tout. C'est-à-dire que les Allemands de l'Est, c'est pour ça qu'ils ont dirigé toute l'Allemagne réunifiée, avec Angela Merkel et quelques autres, ce sont des gens qui n'ont pas cessé de penser en politique, et puis de penser à savoir comment marginaliser les Russes, comment en faire qu'à leur tête. C'est la même chose aujourd'hui. L'alliance russo-chinoise était plutôt bien vue, sauf qu'elle n'existe pas. Plus exactement, et on l'a vu déjà avec l'annexion de la Crimée, la première réaction des Chinois a été de ne pas reconnaître l'annexion de la Crimée. Alors sans doute à cause de Taïwan, et de tout cela, mais en disant oui, bien sûr, on comprend très bien l'attitude des Russes, et d'ailleurs on arrangera le coup plus tard. Mais pour l'instant, il est urgent d'attendre, nous n'allons pas reconnaître l'annexion de la Crimée par la Russie. Bien sûr que nous sommes d'accord, mais c'est pas la peine. Et plus le temps a passé, et moins
nous voyons en fait la politique chinoise se calquer sur la politique de Poutine, dont elle ne pense absolument rien. Et par ailleurs, il faut dire aussi que beaucoup de choses ont circulé dans le temps. Andropov a adopté Poutine. Il a adopté Poutine parce que lui, il avait comme mon père d'ailleurs, et comme beaucoup, un respect inné pour le père de Poutine qui s'appelait Broverman. Broverman est un des génies méconnus de l'histoire russe. C'est l'homme qui a dirigé tout le contre-espionnage pendant la guerre de Stalingrad quasiment jusqu'à la victoire. Et Broverman était ce que tout le monde considérait un homme tout à fait génial. Et d'ailleurs, Andropov, à la fin de sa vie, commençait un petit peu à parler. Oui, il a dit « Ah, c'est extraordinaire, parce que j'ai adopté le petit Poutine parce que il fallait le faire. Et lui donner mon nom, Andropov, ça ne lui aurait fait que des ennuis. Donc j'ai demandé à mon fidèle secrétaire Poutine de lui donner son nom, ce qu'il a fait. Mais, il faut bien dire, son père était un génie, et lui ne l'est pas. » Alors, merci beaucoup, Alexandre Adler. Je pense que Geneviève Göttinger voudrait réagir à vos propos en se recentrant sur... D'accord, très bien. Sur le vote aux Nations Unies, effectivement, le monde occidental a été très, très choqué lors du vote du mois de mars, lorsque un grand nombre de pays africains se sont abstenus, et notamment un pays comme le Sénégal, qui est un pays assez proche du monde occidental. En fait, je pense que c'est quelque chose qu'il ne fallait pas dramatiser, puisque cela, il y a toujours eu quand même de la part de l'Afrique une volonté de non-alignement. Et là, on l'a revu. Bon, en plus, il y a une dépendance aux céréales russes, qui est aussi quelque chose de réel et qui rentre forcément en ligne de compte. Donc, je pense qu'il ne faut pas ressentir ça comme une gifle. On l'a ressenti comme une gifle parce que pour nous, c'était une guerre de valeurs, effectivement, et qu'on ne comprenait pas que dans cette position d'agresser l'Ukraine ne soit pas soutenue par le monde entier. Mais néanmoins, je pense qu'il ne faut pas le surinterpréter. Je ne crois pas. Après, chose plus inquiétante, et je vais finir avec ça, si la Russie recueille aussi, à mon avis, un impact auprès de l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'elle essaie de se positionner comme porteuse de valeurs traditionnelles que l'Occident n'incarnerait plus. Et par rapport à ça, elle peut trouver un écho en Afrique, notamment sur tout ce qui est les débats autour des questions du genre, le wokisme, le mariage homosexuel, ce type de choses qui ne sont pas forcément toujours très bien comprises en Afrique. Et la Russie dit aux Africains, regardez, les Occidentaux essaient de vous imposer un mode de vie qui n'est pas le vôtre. Et ça recueille aussi un écho certain. Merci Geneviève Göttinger. On va tout de suite... Alors, un petit mot, parce qu'on va passer aux questions de la scène. Je crois qu'elles sont nombreuses. Ce qui est extraordinaire, c'est l'investissement politique génial d'ailleurs, que l'Union soviétique, c'était l'Union soviétique, avait accepté en créant l'université Lumumba, donc qui devait être à la fois le forum de toute l'Afrique révoltée et exaltant, disons, l'héritage de Patrice Lumumba. Et en même temps que malheureusement les Russes faisaient ça, eh bien, ils n'ont jamais été plus racistes. C'est le peuple européen le plus raciste de tous. À part Pouchkine, dont il ne faut pas dire qu'il était noir, alors que c'est quand même le plus grand écrivain afro-russe de l'histoire. Mais on accepte encore, mais vraiment dans l'université, de dire que quand même, il était le fils de l'esclave noir du tsar. Il s'appelait Hannibal, on l'avait surnommé Hannibal. Le fils d'Hannibal, ce n'était pas donc... ce n'était pas ce que Freud pensait, mais c'était quand même Pouchkine. Mais à part Pouchkine, dont il est absolument tabou en Russie de dire que c'est un écrivain afro ou afro-russe, eh bien, on peut dire qu'il n'y a pas plus raciste, tout simplement par ignorance de ce qu'est l'Afrique, que le russe moyen. Et c'est ainsi que les Russes se sont tirés une balle dans le pied, parce que plus les étudiants, les stagiaires allaient à cette université Lumumba, et plus ils revenaient
avec un sentiment mitigé de la Russie qui les conduisait dans les bras précisément, comme vous le disiez si bien, de la France.